Freud était parti de l'attitude radicale du médecin, qui vis-à-vis du corps du patient a l'attitude d'un expert qui démonte une machine, dans une perspective qui décompose le vivant. Cela pourrait avoir quelque chose de troublant, voire de scandaleux, mais c'est oublier quand même que la machine est liée à des fonctions essentiellement humaines, rappelait Lacan. Elle incarne l'activité symbolique la plus absolue chez l'homme, mais elle peut avoir des effets pervers et délétères sans encadrement éthique et moral. Et la question de la vertu. Dans le nom grec, là, génius, de l'homme de vertu, les Chinois ont aussi ah oui, l'homme vertueux en Chine, c'est le Junzi, l'homme de vertu. Voilà, donc ça répondait dans plusieurs civilisations. Lacan en parlait déjà non sans humour dans les années 60, d'une machine la plus moderne et beaucoup plus dangereuse pour l'homme que la bombe atomique, la machine à calculer. Nous n'en étions qu'au balbutiement de l'ordinateur, de la pensée numérique et des logiques algorithmiques et des datas. La machine semble aujourd'hui prendre la parole ordonnatrice, celle déjà annoncée par George Orwell, dont le monde apocalyptique déshumanisé anticipait le nôtre, soumis à un œil absolu, comme dit Gérard Weichmann. Nous y sommes déjà, en fait. En Australie, selfies et vidéos en direct deviennent outils de surveillance des personnes en quarantaine. Depuis le mois d'août, ces personnes ont 15 minutes pour se connecter à l'application de l'État d'Australie méridionale pour prouver qu'elles restent bien chez elles grâce à la reconnaissance faciale et à la géolocalisation. Et dans la catastrophe pour l'humanité et la démocratie que représente la chute de Kaboul, ceux qui ont pu fuir en rejoignant les premiers l'aéroport sont ceux qui parlaient anglais, avaient un passeport et étaient connectés. Le numérique peut être mis au service de la vie, mais aussi de la mort. Après avoir récupéré dans le désordre de la débâcle internationale les données biométriques collectées par l'armée américaine, dont le système HIIDE, les talibans vont pouvoir aussi identifier et éliminer de manière très sûre des milliers d'Afghans. La machine, donc, a toujours été et sera toujours l'ennemi le plus dangereux de l'homme, le menaçant de destruction s'il ne parvient pas à se distancier suffisamment d'elle, disait déjà Wilhelm Reich dans les années 30. Faire le choix de l'intelligence artificielle annoncé depuis les années 50 par les mathématiciens comme Alan Turing, fondateur d'une informatique scientifique, et promu aujourd'hui par les chercheurs futurologues comme Kurzweil ou Elon Musk, est une grave et importante responsabilité éthique pour les générations futures. Que cette intelligence artificielle devienne la parole ordonnatrice est aussi le risque qu'a rappelé avant sa mort l'astrophysicien Stephen Hawking, donnant de nouveaux beaux jours à la dialectique du maître et de l'esclave, celle d'un humain devenu esclave du numérique. Projet à l'encontre de l'idéal d'émancipation voulu au départ par Marx, puis par la psychanalyse, sauf si les humains, peut-être, récupèrent pour leur libération et non plus leur asservissement au système les avancées de ces technosciences. C'est l'idéal de l'avènement d'un homme libre, prôné par Danny Robert Dufour, dans l'esprit des Grecs anciens, celui qui crée sa vie en permanence comme véritable œuvre d'art qu'il peut alors inscrire dans le collectif et œuvrer pour les autres. L'Occident, donc, pris dans cette certitude de l'idéal de la science et de la technique, ne se fourvoie-t-il pas, c'est une question que l'on peut poser, dans les choix faits pour les générations futures, pour nos petits-enfants et les descendants. La crise que l'humanité traverse est une crise existentielle dans son évolution et ses choix d'orientation, et non un choc des civilisations, comme l'avançait dangereusement Samuel Huntington dans les années 90, où pour eux, c'était la fin de l'histoire, tout le monde entier serait en démocratie. Mais c'était une vision binaire. La révolution numérique s'installe et progresse à une allure vertigineuse, avec des promesses fascinantes de domination de l'homme sur lui-même, dans la programmation d'un élargissement de ses limites et de ses capacités, et notamment de son cerveau qui est très prisé.
Ceci dans un fantasme de maîtrise totale de la mort, cette finitude intolérable et de la nature. Une immense aliénation collective s'installe silencieusement et menace l'être humain d'une expropriation majeure de ses capacités, selon le terme de l'économiste indien Amartya Sen, qui a été prix Nobel d'économie en 1998. Le projet d'attribuer un identifiant numérique pour tous les enfants est en cours, alors que l'établissement d'un état civil pour chaque enfant n'est pas respecté dans le monde. 230 millions d'enfants dans le monde n'ont pas d'acte de naissance, dit le dernier rapport de l'UNICEF de 2019. Cette accélération, mais ils auront un identifiant numérique. Voilà. Cette accélération de la société contemporaine, dont le philosophe Hartmut Rosa a tenté de déchiffrer la logique dans son ouvrage Accélération, une critique sociale du temps, a servi l'individu à un temps chronologique linéaire, au service de la technique et de la production. Notre civilisation, donc, comme vous l'avez tous remarqué, impose la dématérialisation de tous les espaces de services publics, qui voulu total pour 2022, remplaçant l'être humain, cet être de relation fait de chair et de langage. L'employé actif dans le contrat social est nécessaire pour la communauté, par la machine et par Internet, avec plus personne au bout du fil. Donc tout le monde l'a expérimenté. Cette automatisation garantit le retour du même. Le grand ordre de l'institution s'absente dans un système perverti, laissant le citoyen à la merci d'une organisation libérale sauvage, système destructeur du deux, qui est prôné dans la pensée chinoise confucéenne, qui fait le ciment du vivre ensemble. L'être humain, il n'est humain que dans la relation à l'autre. La prolétarisation est largement en cours, donc avec tout ce chômage dont tu as commencé à parler, ce chômage de masse, la baisse des revenus d'embauche des jeunes, la suppression progressive de la circulation de l'argent qu'il faut noter et son remplacement par tout virtuel. On retrouve aussi dans ces effets la dépossession des travailleurs de leur capacité de penser. J'avais trouvé intéressant dans ton livre là sur Covid-19 de pouvoir créer et organiser la mise en œuvre de projets. C'est ce qui donne à l'être humain le sentiment d'être en résonance avec l'autre, avec le collectif et sa propre créativité, et qui lui donne le sentiment d'être vivant. C'était des études déjà abordées par Elias ou Foucault, qui indiquait déjà la mise en place d'une société disciplinaire moderne qui déploie sa puissance par une stricte régulation du temps des différentes institutions disciplinaires, prisons, écoles, casernes, hôpitaux et ateliers de production. Donc même si les plaintes émanant de toutes les institutions en charge du soin à l'autre et en souffrance, comme tous les hôpitaux, les maisons de retraite, en témoignent largement. Aujourd'hui, les sujets les moins résistants physiquement et psychiquement trouvent une voie de sortie possible dans l'apparition de nouveaux symptômes. C'est burn-out, par exemple, ou la voie de la décharge pulsionnelle violente que l'on retrouve dans tous les passages à l'acte, auto-agressif, le suicide ou l'hétéro-agressif. Donc, ces processus de construction sociale modifient pour Hartmut Rosa le rapport du sujet à lui-même et entraînent par conséquent, ce qu'on peut mettre au travail, une transformation de l'identité. Ces processus d'accélération déconnectent, à mon avis, le sujet de lui-même, de son temps psychique, de son intériorité, ce temps nécessaire pour se construire, aller en profondeur de lui-même, digérer les événements vécus, son histoire et donner du sens à sa vie, qui est un temps non linéaire, mais un temps vertical, en profondeur. Freud a montré que la progression n'est jamais linéaire dans le temps psychique, et que des stades anciens et apparemment dépassés subsistent toujours dans le psychisme. J'en ai échangé aussi avec Bernard Gols. Les temps primaires et archaïques du bébé peuvent se retrouver chez un adulte. Lacan avait repris les 3 temps de définition d'Aristote pour les appliquer au lent processus d'un travail psychique d'analyse. Le temps pour voir, le temps pour comprendre et le temps pour intégrer autrement. C'est un temps, donc j'insiste, vertical. Voilà. Or, le temps imposé de la rationalité occidentale n'est pas vivant.
Donc cela impose au sujet d'aujourd'hui une solitude numérique qui grandit de plus en plus. Celle d'un sujet humain seul devant se plier et se faire au remplacement de l'autre par la machine. Un sujet seul face à sa machine, son ordinateur, dans une solitude numérique qui alimente tous les champs de recherche sociologique. Les politiques semblent toutefois s'en inquiéter. À l'époque, la ministre Agnès Buzyn avait initié la journée des solitudes le 23 janvier 2018 et en Angleterre, un ministère centré sur le traitement de la solitude a été créé. 12% de la population française serait en situation de grande solitude. Ce chiffre était donné avant la pandémie. Là, il faudrait réévaluer largement. Il existe en France un comité consultatif national d'éthique, le CCNE, pour les sciences de la vie et de la santé, dont une émanation a été consacrée en 2019 au comité d'éthique sur le numérique, face donc à tous ces nombreux enjeux que cette révolution impose. Il s'inscrit dans la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et les recommandations du rapport du mathématicien Cédric Villani, donner un sens à l'intelligence artificielle. Le point d'urgence est à mon avis là. Donc les symptômes cliniques se font déjà très largement sentir dans nos cabinets, de cet être humain soumis à un environnement de plus en plus technicisé, étranger à ses besoins physiologiques et psychiques fondamentaux, et qui crée une profonde blessure narcissique individuelle. L'atteinte narcissique collective n'en est que le prolongement, et mis en évidence dans les processus destructeurs répétitifs du passé, comme l'article que tu l'as lu dans Mediapart, là, ces répétitions de chômage de masse, que l'on observe aussi dans cette montée de la haine. Il n'y a qu'à écouter la télé hier soir, amplifiée par, comme tu disais dans ton livre, la bocca di leone, cette bouche de dénonciation d'Internet, les populismes, les idéologies nihilistes de la radicalisation, tout ce qui bloque, voilà, pour transcender l'avenir. La guerre en constitue un moment d'effraction extrême dans un déferlement de jouissance. Il ne suffit pas de venir au monde pour être né, écrivait Romain Gary. Et tous ces nécessaires processus de subjectivation, de construction du sujet, de symbolisation, de sublimation. Lacan avait mis la sublimation du côté de l'éthique aussi. La sublimation qui peut être élargie aux besoins spirituels, à ce besoin de croyance de l'être humain, dont Dany Robert Dufour avait écrit un livre là que j'ai réouvert parce que je l'ai retrouvé chez moi, On achève bien les hommes en 2005. Ce sont des particularités humaines qui confinent au mystère. Ils permettent à l'homme de s'humaniser, d'aller au-delà du ressentiment et de sa haine primaire, d'ouvrir à la question de l'autre dans la rencontre et à l'altérité, et de pouvoir créer les plus grandes œuvres. Ces processus sont au fondement de la dignité humaine. J'avais beaucoup aimé le travail de Solange Faladé à l'école freudienne, qui avait travaillé sur les Sud-Africains, les hommes politiques Mandela et De Clercq, et leur réaction a illustré les capacités de l'homme politique lorsqu'il peut mettre de côté ses propres modalités de jouissance et de satisfaction narcissique afin d'œuvrer pour la communauté et la paix. Et je pense que ces hommes pourraient être cités en modèle aujourd'hui. La rencontre de Mandela avec De Clercq leur a permis à tous les deux de naître en tant que sujet de la politique, ce qui peut être un peu différent, dans un dialogue ouvert et constructif, en laissant chacun de côté ce qui les séparait et avait à voir avec leur jouissance. Et Mandela avait repris cette phrase Faladé avait repris cette phrase de Mandela, ce qu'un homme doit pouvoir posséder, c'est-à-dire la dignité, c'est-à-dire vivre comme un homme doit vivre. Voilà. Donc dénier toute cette part d'ouverture inhérente à l'esprit humain dans la sublimation et le désir de spirituel ne peut créer en contrepoint que haine, désolation, désastre
Et la perte de sens que cela induit est aujourd'hui totalement récupérée par le fleurissement des pseudo-discours religieux, politiques et sectaires. J'ai même eu au cabinet l'appel de quelqu'un d'une secte. Elle a démarré avec la Bible. J'ai dit, je pense que vous vous trompez. Je me suis dit, tiens, c'est la première fois, là, depuis 30 ans. Voilà. Pour des sujets non encore nés à eux-mêmes, non déterminés et fonctionnant encore dans le temps imaginaire de l'aliénation, centrés sur un moi posé en idéal, le risque est grand de se faire la proie d'un système cannibalique d'embrigadement, le vidant de toute capacité de pensée, comme le proposent déjà les logiques algorithmiques et les nombreux outils connectés qui se préparent à la vente, ainsi que toutes ces idéologies sectaires nihilistes dans une véritable culture de la mort. L'enjeu pour l'être humain, en gardant ses capacités de discernement, comme l'a rappelé Brigitte, c'est de ne pas se faire pur objet, pur produit, objet de l'autre, du robot, de Google, de Daesh et autres systèmes ayant compris ce point de fragilité et de faille de l'homme dans son appétence pour l'aliénation. Ces sujets en devenir ne feront que grossir la masse errante des non-nés du monde contemporain. Tous ces multiples objets connectés du numérique aspirent aujourd'hui des milliards de données sur nos vies et ont fait naître un marché colossal, ainsi qu'une nouvelle puissance, celle des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, sans compter les Chinois, qui ont réussi à conquérir en une dizaine d'années l'ensemble du monde numérique. L'arrivée d'Internet, les cartes bleues, c'était il y a 40 ans, dans les années 80. Internet en 94-98, donc une vingtaine d'années, a un peu redistribué les cartes de manière novatrice, il faut le dire, et aléatoire. Et beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont tenté leur chance dans le domaine ont vu leur activité boostée de manière exponentielle et imprévue dans les années 2000, les propulsant, leur donnant les coudées libres pour créer. Ça a été une bulle artificielle créée, mais qui n'a pas résisté à la crise de 2000. Et les nombres de start-up qui ont triomphé de cette crise est très restreint. Cet effet d'imprévu, comme nous avons aussi avec la crise du Covid, de légères déviations, comme un clinamen survenu dans le cours de l'histoire, peut permettre l'ouverture d'un espace possible. C'est-à-dire ça a relancé aussi le désir de créativité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont prêts à créer leur entreprise et à tenter l'aventure. Mais que dire aussi de ces nouvelles puissances du numérique, les GAFA, surnommés le 7e continent, hors la loi quant à leur fiscalité imposable dans tous les États, qui leur permet de grossir et de générer une puissance indépendante et autonome qui inquiète le monde. Avec cette révolution, le raisonnement aléatoire va disparaître progressivement au profit d'une vérité numérique. C'est plus la vérité intérieure ou un par un, mais la vérité numérique. 98% des données de l'humanité sont consignées aujourd'hui sous forme numérique. Cela offre des potentialités de partage de données en réseau qui peuvent être intéressantes dans certaines grandes entreprises. Qui investissent pour élargir le champ de l'intelligence collective, mais cela peut aussi offrir des moyens de pouvoir considérables dans certaines ambitions de lutte et de domination qui sont déjà à l'œuvre. Et depuis la chute des Twin Towers en 2001 et surtout depuis l'apparition de la vague d'attentats de 2015, j'entendais justement hier soir à la radio un sénateur qui disait qu'en France, depuis 2015, on vit en situation d'urgence, qu'il faudrait le questionner, d'état d'urgence. L'humanité a aussi basculé dans l'ère du contrôle et de la surveillance totale généralisée à partir d'un conglomérat sécuritaire américain basé sur un renseignement électronique qui se dégage de toute logique de renseignement humain et de simple bon sens, avec les effets d'échec que cela peut entraîner, mais qui pousse à toujours plus de surveillance et d'élargissement du filet électronique. Donc, notre monde actuel manque cruellement d'un idéal, d'un grand récit, que le post-humanisme
se propose de remplir de manière fallacieuse pour un futur radieux, celui de transcender les limites humaines en croisant l'homme à la machine, dans tout déni de la finitude humaine et par une fusion de l'intelligence technologique et de l'intelligence humaine. Une nouvelle ère de l'humanité, déjà appelée singularité, est à l'œuvre, pervertissant même le signifiant singularité, qui ne signifie que le un par un, le travail que l'on fait dans la cure pour aider un être à assumer sa singularité. Tout ce projet se situe dans un déni de tous les idéaux d'éducation, d'émancipation et de progrès qui avaient prévalu depuis la Seconde Guerre mondiale et que personne ne questionne. Une dimension de délire a toujours accompagné la science depuis les débuts, alimentant les fantasmes imaginaires de toute puissance de contrôle de l'homme par l'homme. Donc ce fantasme anime ce transhumanisme qui est financé aussi par les big data. Joël de Ronet parle d'hyperhumanisme visant à la fabrique donc de l'homme augmenté à l'aide d'implants cérébraux. Ce fantasme a pour but de risquer la vie de l'humanité pour en obtenir le meilleur, dans un contrôle tout-puissant donc, avec un projet de créer des hommes dotés de capacités telles qu'ils seront qualifiés de post-humains, des cyborgs. Idée la plus dangereuse du monde, a relevé quand même Francis Fukuyama, c'est-à-dire une fabrique d'hommes-dieux aux prothèses passablement grandioses. Ces fantasmes de création de nouvelles humanités, voire de nouvelles spiritualités, terme avancé par une des figures très médiatisées, Kevin Warwick, dénient tout nécessaire cheminement psychique de l'homme pour augmenter autrement sa conscience. Un élargissement donc authentique et non artificiel de la conscience est possible par un véritable travail psychique pour soi. Toutes ces demandes adressées aux biotechnologies sont donc énormes. Toutes les techniques auxquelles les enfants et petits-enfants vont être soumis dans l'éducation, il faut pas y couper à mon avis, tous les projets d'accroissement des possibilités physiques et intellectuelles, des projets de fabriquer des corps prothèses à habiter, de libérer la chimie du cerveau, d'hybrider des neurones et des puces, et de numériser des cerveaux qui pourraient habiter n'importe quel corps, jusqu'à l'ambition aussi de créer de simples corps sans cerveau comme réserve, des corps comme réceptacles désubjectivés, utilisables par morceaux partiels pour d'autres. Voilà. Des hommes artificiellement augmentés par les scénarios post-humanistes, une véritable radicalisation à mon avis, qui pourront proposer, pourquoi pas, un téléchargement de la conscience, voire une conscience artificielle, une neuroamélioration, et pourquoi pas une mise à jour numérique de notre nature. C'est le projet de création d'un nouveau type humain, comme l'avait déjà annoncé Ellul. Le physicien Stephen Hawking, décédé le 14 mars 2018, s'inquiétait du devenir de l'humanité et du risque apporté par cette intelligence artificielle si elle tombait aux mains de projets non éthiques. Ces projets hégémoniques de la technique, donc visant à modifier la nature même de l'être humain de façon à pénétrer, fragmenter, appareiller le corps humain et le soumettre aux lois du marché, on y arrive, font courir. C'est un confrère, un philosophe belge, Marc Hunyadi, qui a travaillé aussi sur ces sujets, font courir le risque de la sortie de l'humanité, simplement pour satisfaire aux besoins du marché et de la logique capitaliste. Le corps est devenu le nouvel objet agalmique, le nouvel objet précieux, le plus éclatant de tous dans la panoplie de la consommation. Corps comme capital au niveau économique, mais aussi comme fétiche au niveau psychique. Ce corps n'est pas essentiellement dans ses images, mais aussi dans ses techniques, rappelle Claude Raban, s'appuyant sur Marcel Mauss, qui avait avancé le premier le terme de technique du corps. Des techniques que l'homme produit et qu'il subit, malheureusement. Et la glorification actuelle de la pulsion m'a fait évoquer un mouvement régressif en balancier
tel que Lacan l'avait remarqué dans ce qui s'était produit au Moyen-Âge, où la glorification de la pulsion dans les fêtes païennes orgiaques de l'Antiquité, ce moment de basculement qui a laissé plutôt la place à la valorisation plutôt de l'objet sexuel et non plus de la pulsion. Ça pourrait être inversé. Les robots sexuels vont promettre un corps pris à pic, excitable à volonté, dans une jouissance auto-érotique, sans le souci d'en référer à tout autre. Les adolescents sont les plus vulnérables dans le développement de leur sexualité, dans le passage, dans la construction de l'identité sexuée d'abord, et puis dans le passage de l'auto-érotisme à l'érotisme d'objets. Et tous ces nouveaux objets connectés capables d'augmenter les potentialités neuronales par stimulation électrique transcrânienne vont pourtant être rapidement mis en ligne, j'entendais à la radio, par Google, sans véritable connaissance des effets possibles secondaires à court, moyen ou long terme. Donc le statut du corps est aussi un fait de culture. Toute cette multitude d'objets numériques à disposition des adolescents s'insère dans leur champ imaginaire comme prolongation du corps. J'ai une analysante qui travaillait avec les adolescents et qui me disait qu'elle avait un adolescent qui avait passé 11 heures sur son téléphone le dimanche. La moyenne, c'est de 6 heures. L'addiction aux jeux vidéo a été reconnue le 18 juin 2018 comme maladie par l'OMS, au même titre que l'addiction à la cocaïne ou aux jeux d'argent. Ils ont le cerveau lavé. Une génération entière d'adolescents est donc sacrifiée sur cet autel. 2,5 milliards d'individus jouent aux jeux vidéo dans le monde. Et au Japon, le phénomène hikikomori, décrit depuis les années 90, désigne la vie cloîtrée d'adolescents en retrait du monde. Il y avait même eu un film célèbre de l'autre côté de la porte qui décrivait un ado totalement enfermé à l'intérieur de sa chambre, à l'intérieur de l'appartement. Le père ne peut être abordé pour ces garçons, restant une figure terrifiante, témoignant d'un parricide non symbolisé. Moi, je me suis demandé, que ce phénomène de société, comme si nos sociétés ne laissaient plus la place aux épreuves subjectives fondamentales et structurantes de l'individu, à la capacité pour le garçon de pouvoir dépasser le père pour s'inscrire dans le masculin. S'agit-il d'un renoncement du moi à son affirmation à partir de motifs moïques propres, de pulsions de mort, ou de réaction à la libido déçue. Tous ces mécanismes semblent capables de surmonter la pulsion de vie si extraordinairement forte. Et je rappelle un petit mot important quand même que disait Freud, l'école ne doit jamais oublier qu'elle a affaire à des individus encore immatures, auxquels ne doit pas être contesté le droit de s'attarder à certains stades de développement, même fâcheux. Et elle ne doit pas revendiquer pour elle-même l'inexorabilité de la vie. Elle ne doit pas vouloir être plus qu'un jeu de vie. Voilà. Donc, je vous dis ma conclusion. Donc, c'est vrai que ma rencontre avec la Chine et sa pensée, depuis plus de 15 ans, m'a sensibilisée entre tous les allers-retours à toutes ces questions qui se posent dans notre civilisation. Et le défi du siècle qui vient, c'est que de l'humain persiste en l'homme, et que cela passe par le maintien de la parole et du langage. L'humanisation se produit de la rencontre avec la jouissance de la vie, ce que tu avais repris aussi dans ton livre, et l'appareil à parler, sprachapparat, terme inventé par Freud. Et c'est la parole qui ligature la chair vivante pour lui faire prendre corps, qui pose la loi de l'interdit de l'inceste et qui libère le refoulement. Voilà. Nous sommes tous embarqués sur le même bateau de l'humanité qu'allons-nous faire dans un monde non symbolisé. Nous sommes tous vers un cap commun et nous devons de refuser de laisser dériver de manière perverse notre rapport au monde. Un recommencement existentiel est possible. C'est notre devoir de responsabilité éthique face aux générations futures. J'avais été frappée par le travail artistique d'une japonaise, Chiharu Shiota, au Bon Marché en janvier 2017 à Paris. C'était des bateaux qui flottaient dans le magasin, des bateaux entrelacés de fils tissés entre eux qui volaient aériens,
mais tous axés dans une même destination. Il s'inscrivait dans cette dimension de pensée qui interpelle les artistes comme les intellectuels. Il s'agit donc de l'urgence de penser une destination humainement habitable pour l'homme du XXIe siècle.